Identifier, analyser, planifier, trader. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24. Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, la première estimation d'inflation pour l'ensemble de la zone euro pour le mois de novembre, qui est un chiffre important. Peut-être le début du commencement d'un tournant sur l'inflation après 17 mois de progression continue de l'inflation globale en zone euro. Enfin, un mois où on observe une petite détente de l'inflation globale pour l'ensemble de la zone euro qui passe de 10,6 à 10% pour le mois de novembre en rythme annualisé, bien sûr en glissement sur 12 mois. C'est la lecture positive évidemment de ce chiffre d'inflation, mais attention, derrière le chiffre global d'inflation, il y a une inflation sous-jacente qui, elle, ne ralentit pas. On reste sur un rythme pour l'inflation cœur en zone euro de 5% sur un an, comme le mois précédent. Une inflation cœur donc qui reste très très collante. Néanmoins, le marché se positionne pour une hausse de taux moins importante que les précédentes de la part de la Banque Centrale Européenne qui se réunira le 15 décembre prochain pour son prochaine décision de politique monétaire avec sans doute à la clé, on l'espère en tout cas, une hausse de seulement 50 points de base après 2 jumbo hausses de 75 points de base consécutives pour les mois précédents et les décisions précédentes de la Banque Centrale Européenne. Dans l'agenda macro du jour, côté Banque Centrale, on suivra le discours de Jérôme Powell qui sera prononcé ce soir devant la Brookings Institution à Washington. Et puis nous prendrons connaissance également du Beige Book de la Réserve fédérale américaine dans la perspective de la prochaine réunion de la Fed les 13 et 14 décembre prochains. Et puis nous aurons également de premières indications sur le front de l'emploi américain pour le mois de novembre avec la publication des créations d'emplois dans le secteur privé le mois dernier, avant le grand chiffre mensuel de l'emploi américain global qui sera publié ce vendredi à 14h30. Voilà pour le programme du jour. Dernier jour du mois de novembre, un mois qui aura été encore positif pour les marchés actions et très positif notamment pour les actions européennes et particulièrement pour le CAC qui a gagné encore 7% au cours du mois de novembre après avoir pris près de 9% au cours du mois d'octobre. Ce sera l'occasion de faire un petit contrôle technique des marchés en fin de mois et c'est Romain Daubry qui sera avec nous en visioconférence dans un instant, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Et puis nous parlerons évidemment de l'horizon 2023 en matière de stratégie d'investissement. Arnaud Morel, le directeur de la gestion sous mandat de Promépar Asset Management, sera notre invité en plateau pendant cette demi-heure. Mais d'abord, ce petit contrôle technique de fin de mois, comme je l'appelle, avec Romain Daubry en visioconférence avec nous, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonjour et bienvenue Romain, ravi de vous retrouver. On vous retrouve chaque 3e vendredi du mois pour le jour d'échéance des marchés dérivés, mais le dernier jour du mois calendaire est un jour important également, puisqu'on aura ce soir donc les clôtures mensuelles des différents indices. On peut d'ores et déjà assurer que le mois de novembre sera un mois très positif pour les actions dans leur ensemble, et notamment les actions européenne. On va y revenir, mais si on regarde peut-être l'indice de référence S&P 500, Romain, pour commencer, que peut-il se passer après un tel rallye d'automne sur les grands indices actions majeurs des pays développés? Mais si on regarde le S&P 500, d'abord sur une photographie hebdomadaire, l'indice nous indique qu'il a rompu à court terme sa tendance haussière. C'est juste la sortie d'un biseau ascendant. Une structure d'épuisement. Ça ne veut pas dire nécessairement un signal de baisse immédiat, mais qu'il y a un épuisement dans le rallye qu'on vient de connaître. C'est assez légitime compte tenu de l'accélération. On en est sorti de façon assez propre et assez nette. On préserve pour l'instant ce qui est le premier niveau d'alerte, c'est 3956. Ça fait 2 clôtures qu'on teste ce niveau, mais qu'on revient au-dessus. Et on s'approche, ce qui est intéressant aussi, de l'oblique noire que vous voyez en haut, la zone située dans la zone 4058-4132, qui est la ligne de tendance baissière de long terme active depuis janvier dernier.
Donc, on approche de cibles importantes. Il y a un peu d'affaiblissement dans le mouvement. On n'a pas encore déclenché l'alerte baissière, donc attention de ne pas anticiper. Et il y a quand même effectivement l'idée d'une consolidation. Maintenant, ces obliques, elles sont toujours un peu piégeuses et compliquées à travailler. On va le voir un peu plus tard sur l'Eurostoxx. C'est pas nécessairement un signal de baisse qui se met en place. Et on peut détailler notre plan de trading, notre scénario pour les jours à venir avec le graphique du S&P en journalier, si vous voulez. Oui, effectivement, si on zoome donc sur une vue journalière du S&P, Romain, on voit qu'on est en train d'essayer de préserver ce fameux trading range. Exactement. 3956 est un premier niveau clé. On est dans un petit trading range, 3956, 4027. La grosse résistance est 4058, on n'y est pas arrivé. Et on voit qu'on a bien travaillé les bornes de ce biseau qu'on retrouve ici, biseau ascendant, donc qui est une structure baissière, dont la cible légitime serait le retour vers 3706. Maintenant, les biseaux font parfois des faux signaux et il faudrait rompre 3907 surtout pour accélérer et donc aller chercher la cible baissière située à 3706. Je ne suis pas certain que ce soit le cas pour l'instant parce que si on regarde du côté des marchés dérivés, il y a toujours de l'intérêt, un intérêt moyen, mais quand même un peu d'intérêt. Il y a eu depuis 48 heures un tout petit peu plus de contrats futurs ouverts sur l'Eurostoxx, le CAC 40 ou même le S&P dans le mouvement de baisse, de consolidation qu'on a vu, mais c'est assez faible. Moi, je pense que c'est plutôt de la protection, de la prudence avant des rendez-vous macroéconomiques majeurs que vous avez indiqués précédemment, à commencer aujourd'hui par le PIB pour le troisième trimestre aux États-Unis. Donc, il n'y a pas de pression baissière. D'ailleurs, globalement, les stratégies baissières diminuent et c'est plus une période de consolidation qui se met en place. Il y a un consensus qui reste encore assez sceptique et assez prudent, même si on constate que le ratio de couverture est équilibré. Sur les plus indices majeurs, un peu optimiste sur l'indice CAC 40, il est à 0,86. On rappelle que l'équilibre, c'est entre 0,80 et 1,20. Donc on flirte avec la borne optimiste du ratio, mais compte tenu du rallye qu'on vient de connaître, je conçois aussi que les opérateurs aient envie de se couvrir. Donc l'accélération haussière, elle se produira au débordement de 4027 pour aller chercher, pourquoi pas, 4058, 4132 et aller se réinstaller au-delà de la ligne de tendance baissière de long terme. Ça, ce serait vraiment important. Oui, quand on regarde le VIX, alors qui est un baromètre toujours intéressant à observer, Romain, et qui va d'ailleurs dans l'idée, dans le sens de ce que vous décrivez, c'est-à-dire des investisseurs qui ne baissent pas totalement la garde non plus. C'est-à-dire, on reste quand même à un certain niveau de vigilance. On n'est pas dans une forme de complaisance aujourd'hui, Romain. Non, on n'est pas encore dans une forme de complaisance. On le voit, c'est intéressant. Le VIX a fait deux choses importantes. Il a donc d'une part rompu la ligne de tendance haussière, l'oblique bleue que vous voyez, qu'il avait testé depuis novembre 2021 plusieurs fois et sur laquelle il avait rebondi à part une fausse sortie. Là, ça fait la 4e semaine qu'il est installé en dessous. C'est quand même important. C'est un signe de détente. On reste quand même en zone d'alerte, même si on a testé la zone de vigilance pour aller combler le gap du 22 août dernier. Donc, il y a quand même une forme de détente de ce côté-là. Pour l'instant, on reste prudent, notamment à l'approche de ces rendez-vous majeurs. Et effectivement aussi le chiffre de l'inflation demain, qui sera le dernier gros rendez-vous avant la réunion de la fête des 13 et 14 décembre. Donc tout ça peut avoir une incidence à très court terme et les opérateurs restent un peu en vigilance là-dessus. Mais tant qu'on est en dessous de cette oblique, donc qui est située aux alentours de 24,50, tant qu'on est en dessous, on peut considérer que le mouvement haussier peut se prolonger, ou en tout cas la latéralisation. Quand on regarde la partie européenne, Romain, et c'est d'ailleurs ce qui est assez intriguant dans cette séquence de rallye de l'automne, c'est que l'Europe a pris beaucoup d'avance et c'est l'Europe qui est la grande gagnante de ce rallye d'automne. Si on prend un indice de référence comme le DAX allemand, par exemple, Romain, on voit d'ailleurs que la configuration technique n'est pas tout à fait la même que celle des indices américains. Est-ce que l'Europe est en train de sortir du bear market, Romain ? Après un rallye de cette ampleur-là, on peut considérer qu'on est sorti du bear market. On n'a pas les mêmes comportements, mais si on regarde le DAX que vous avez sous les yeux, il est sorti du canal baissier de long terme, actif depuis le début de l'année, depuis maintenant 5 ou 6 semaines. Donc lui a débordé l'oblique noire qu'on regardait sur le S&P depuis plusieurs semaines maintenant. Le bilan du mois en cours sur l'Eurostoxx, c'est 9,5% de progression à l'instant, le mois n'est pas clôturé. Le DAX, c'est 9%. Si on regarde le Nasdaq, c'est 0,86% à hier soir. Donc, on voit les écarts importants, même si sur le Nasdaq, on a connu une amplitude de 13% d'amplitude au cours du mois de novembre pour l'instant, un peu plus de 13%. Donc, il y a oui, un mouvement fort qui se met en place, une sortie qui s'est faite avec des volumes aussi. Mais
même si du côté des marchés dérivés, on déplore un peu un manque d'intérêt sur les futurs, les volumes sont au rendez-vous, et notamment les séances des 10 et 11 novembre à Paris ont vu des volumes supérieurs à 5 milliards au débordement de ces niveaux-là. Donc il se passe quelque chose d'important. Et oui, on est probablement sorti du bear market avec un peu de rattrapage possible pour les indices américains. Ce qu'on voit ici aussi sur le DAX, c'est qu'on arrive proche de la zone de résistance majeure que je vous ai indiquée, entre 14 810 et 15 050. On voit qu'elle se situe en dessous de l'énorme structure de retournement qui a entraîné le marché à la baisse et dans son bear market. Donc, on peut aller chercher cette zone-là, commencer à la tester à travers l'intérieur. Ça laisse encore 2,5 à 5% de hausse sur le DAX. Après, il va falloir des drivers très forts pour déborder ces niveaux-là. Et c'est peut-être là que pourrait se mettre en place une consolidation. En revanche, si effectivement on passe sous 14 426, 14 156, on peut aller consolider jusqu'à 13 890 sans remettre du tout en cause l'impulsion haussière qui est en place. Donc on a de la place même pour consolider. Et compte tenu de ce retard de beaucoup d'investisseurs très probable, compte tenu du fait que ce qui a été rentré dans le bas du rallye, eh bien, probablement ont allégé déjà, ils le déclarent, des positions. Il y a fort à parier que les moindres retracements seront mis à profit pour rentrer dans le marché. Donc oui, on est très probablement sorti d'un bear market. Maintenant, on a un potentiel haussier qui devient limité, évidemment, compte tenu du parcours qu'on vient de connaître. Comment est-ce que la situation se traduit, par exemple, sur l'indice Eurostoxx 50, Romain, si on zoome avec une vision journalière de l'Eurostoxx? Alors, l'Eurostoxx, on voit qu'il y a un peu cette structure d'épuisement aussi, elle est toute petite sur l'Eurostoxx, et c'était aussi pour illustrer cette idée que le biseau n'est pas une figure très facile à travailler. Vous voyez qu'on est sorti par le bas, on aurait dû aller chercher le bas du biseau, la zone 3845, 3870, et on forme un contre-pied et on retourne latéraliser avant d'accélérer à la baisse. C'est plus ça que je voulais vous montrer et illustrer avec le comportement à court terme de l'Eurostoxx. Les petites bougies d'indécision, on le voit par rapport aux grosses accélérations précédentes, mais pas de structure de retournement. On a encore de la place pour aller chercher donc cette zone 3845, 3870, encore une fois sans remettre du tout en cause la tendance, et même jusqu'à 3730. Mais pour l'instant, c'est le signal est juste un signal d'arrêt dans la dynamique haussière et de pause et pas de retournement. C'est sous 3934 en clôture et sous 3870 surtout qu'on pourrait s'inquiéter un peu plus. Pour l'instant, ça n'est qu'une phase de latéralisation qui se met en place. Qu'en est-il du CAC 40 qui sera peut-être d'ailleurs un des grands indices gagnants entre guillemets de cette année 2022, Romain? Bien, lui, de la même façon, il n'a pas arrêté de baisser. On voit qu'il flirte avec la borne basse du canal haussier de moyen terme qui est actif depuis le 15 octobre, le 12 octobre. Il le teste depuis plusieurs jours et évidemment, encore une fois, en amont des grands rendez-vous, on voit qu'il ne le roule pas, jamais en clôture, et qu'il y a toujours des forces de rappel au-delà de 6685, et que on s'installe plutôt dans la, même si c'est sur la borne basse, plutôt au-dessus de 6685 pour l'instant, toujours des forces de rappel. Alors on peut aller consolider à la rupture de 6443, 6662, et jusqu'à 6608 à très court terme. C'est sous 6608 que se déclencherait l'impulsion de correction un peu plus forte pour aller chercher la zone de consolidation idéale située entre 6388 et 6454. Ça n'est pas fait pour l'instant. Encore une fois, le mouvement n'est pas déclenché et on voit qu'ici, le canal haussier est préservé, contrairement au S&P qui, lui, a donné un coup d'arrêt dans sa dynamique haussière. Donc, effectivement, il y a encore du potentiel dans un trading range qui nous permettrait d'aller chercher, pourquoi pas, la grosse résistance majeure située à 6870 et qui permettrait à l'indice de revenir à l'équilibre ou quasiment. Est-ce que c'est gênant que l'Europe soit en avance de phase sur les indices américains à ce stade, Romain? C'est pas habituel. Non, c'est pas habituel. Il y avait un tel consensus pessimiste. On se souvient qu'il y avait eu des décollectes records sur l'Europe. Et donc, c'est encore une fois ce schéma contrarien. Moi, j'y vois plutôt un signe de non, d'intérêt. Il se passe des choses de façon sectorielle de façon extrêmement importante et les valeurs européennes en bénéficient. On voit des valeurs comme Schneider Electric qui se comportent extrêmement bien. Safran aussi. On voit Renault qui forme un nouveau plus haut annuel, des valeurs qui sont pourtant généralement un peu au banc et qui débordent des figures des lignes de tendance baissière qui datent de 2018. Non, ce qui est intéressant de constater, c'est ce changement
probablement sectoriel qui est en train de se mettre en place. Et non, on peut considérer que même si les indices américains voulaient rattraper un peu, eh bien, on pourrait bénéficier de cette inertie, et ce sera probablement le cas. On voit que la composition dans les indices est en train de changer aussi. En tout cas, le poids des secteurs dans les indices est en train de changer. D'après Bank of America, donc les secteurs de la santé et de la tech représentaient 44% de la pondération du S&P au plus haut. Ça n'est plus que 40% maintenant. Mais en revanche, l'énergie et la finance, elles qui étaient très en retard, elles représentaient uniquement 15% en 2020, passe à 20% maintenant. Donc il y a quelque chose qui joue du côté sectoriel et je pense que l'Europe peut continuer à en bénéficier avec encore une fois des dossiers intéressants. On voit des valeurs comme Atos dont 13,5% du capital était shorté au mois d'octobre et dont le capital est shorté à 8,5% uniquement maintenant. Il y a McPhy, c'était 5,35 et maintenant c'est 3,98. Donc je pense qu'il y a beaucoup de stock picking à faire, des choses à prendre sur différentes valeurs, mais globalement il y a des éléments importants qui se mettent en place et effectivement je pense qu'il va falloir changer de prisme. Les gagnants des 10 dernières années ne seront probablement pas les mêmes, même s'il y a encore de belles histoires parmi certaines. Merci beaucoup Romain pour cet éclairage technique de fin de mois, un mois de novembre qui aura été encore très profitable pour les actifs risqués et les actions européennes en tête, vous l'aurez compris. Romain Dobré avec nous en visioconférence, expert et membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Et on poursuit cette discussion de marché avec Arnaud Morel, à mes côtés en plateau, directeur de la gestion sous mandat de Promépar Asset Management. Bonjour et bienvenue Arnaud. Bonjour Grégoire. Comment vous percevez là, cet exposé technique qui a été fait par Romain et comment ça cadre avec une analyse fondamentale qu'on peut faire des marchés et notamment de ce rallye d'automne qui a été un rallye européen avant tout? Comme ce qui a été dit précédemment, ce qu'on voit qu'il y a quand même un taux de participation très important au sein des valeurs. Dans ce rebond important, on a fait pratiquement 16% du creux au pic aujourd'hui sur le CAC 40 depuis fin septembre. Et c'est surtout le rebond de novembre qui est constructif, on va dire. Vraiment, tout le monde y participe, tous les secteurs y participent, que ce soit le secteur de l'automobile, les financières qui reviennent en avant aussi. On avait quand même des niveaux de valorisation qui étaient très très bas sur le secteur financier, qui priçait une récession, on va dire, moyen lourde. Donc aujourd'hui, voilà, un rebond très important de ces indices-là. Dans le Nasdaq, la même chose. Par rapport au rebond de mois de juillet, c'est surtout les GAFAM qui avaient tiré ce rebond. Là, on voit qu'il y a un taux de participation très important, aux alentours de 70% sur des valeurs à la hausse, qui sont repassées au-dessus de leur moyenne mobile 50 jours. Donc ça, c'est quand même des éléments qui sont probants, à contre-courant de tout ce qu'on a pu percevoir au mois de septembre, bien sûr. Mais voilà, c'est... Et fin septembre, c'était le pic du pessimisme peut-être. Alors c'est facile à dire a posteriori, 2 mois après un rebond de 20% en Europe, mais c'est vrai qu'on a peut-être passé un pic de la peur ou un pic de pessimisme important. C'est une nouvelle phase de marché qui s'ouvre selon vous, Arnaud. Et est-ce qu'il faut d'ailleurs calquer cette réaction ou ce rallye de marché avec l'idée d'un pic inflation? On en voit peut-être le début du commencement en Europe, avec toute la prudence qu'il faut avoir évidemment quand on parle de l'inflation aujourd'hui. Mais... les mouvements de marché sur le mois d'octobre, c'est la séance du 13 octobre, sur les chiffres d'inflation, avec un corps qui est quand même sur des niveaux de progression. C'était l'inflation américaine, c'est ça. Inflation américaine qui baissait. Le mouvement de mois de novembre, c'est sur le deuxième chiffre d'inflation qui est également en baisse importante. Donc vous avez raison, c'est l'atteinte, ou en tout cas de percevoir en tout cas la hausse, enfin le pic d'inflation aux États-Unis, peut-être en zone économique européenne. Pareil, on attendait 10,4, on a 10 ce matin sur les chiffres d'inflation. Donc ça, c'est le point intéressant. Donc oui, le marché scénarise un scénario positif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le pic d'inflation, de facto, vous avez des banques centrales, notamment aux États-Unis, même si on a des discours discordants quand on regarde les minutes de la Fed la semaine dernière, c'est qu'il y a quelque chose de plus unanime sur cette pause ou cette progression moins importante de la hausse des taux directeurs. Donc de facto, une inflation moins importante, une Fed qui va devenir moins restrictive, voire peut-être accommodante, pas trop vite non plus, bien sûr, mais en tout cas, le marché l'anticipe en 2023. Donc ça, c'est le point important. Et on voit aussi cette stabilité aussi sur les taux longs, c'est ce qu'on avait dit aux précédentes émissions. Au moment où on aurait une accalmie sur les taux longs, on voit le 10 ans US fait 4,50, 4,50, 3,70. C'est ça. Donc voilà, c'est des éléments aujourd'hui qui prêchent un scénario positif. Et surtout, la partie macroéconomie, on voit que la chiffre se dégrade, bien sûr, mais peut-être que l'atterrissage en douceur, qui n'était pas forcément évident il y a encore quelques semaines, est un plébiscite aujourd'hui sur les marchés financiers, clairement.
Si je résume un peu d'ailleurs le consensus ou l'espoir des marchés pour 2023, c'est l'idée qu'on aurait une récession beaucoup plus douce que prévu, donc l'idée d'un soft landing pour la croissance, conjuguée à l'idée d'un hard landing pour l'inflation. C'est une inflation qui commencerait à baisser significativement après avoir atteint son pic là, au cours des mois de cette fin d'année 2022. Comment vous réfléchissez à cette idée qui devient assez consensuelle désormais, Arnaud, et quels sont les risques qui peuvent peser sur ce scénario consensuel? On se disait déjà il y a quelques semaines, c'était le changement de tendance, on le percevait, on ne pensait pas qu'il allait avoir un rebond aussi important, clairement, mais on se disait, pour 2023, en termes d'attente sur les BPA en zone économique européenne, les analystes avaient travaillé, on était à 0 en attente, on a 5-6% de hausse de progression des BPA aux États-Unis sur les S&P. On se disait, le marché est peut-être encore un peu trop positif, parce qu'on va avoir des pressions sur les marges, c'est logique. On l'a vu, on l'a pas encore vu sur les dernières publications, mais on voit en séquentiel une baisse quand même des revenus, les marges qui se maintiennent. On se disait sur 2023, est-ce que les BPA sont capables d'encaisser cette baisse et nous, on se dit, en tout cas en zone économique européenne, avec un PE aujourd'hui à 12,5, le marché peut encaisser 10-15% de baisse des BPA pour 2023 encore, qui n'est pas encore anticipé. Ça renchérirait un petit peu le marché, mais pas au-delà de... On sera 14 fois. C'est exactement ça. Donc on serait sur la moyenne historique des 10 dernières années. Donc on se dit, voilà un petit peu le scénario aujourd'hui en termes de micro. Sur la macro, le point délicat, et on le voit aujourd'hui, c'est quand même les mises en chantier aux États-Unis qui se réduisent de façon importante. Donc le taux de chômage qui va partir à la hausse sur les prochains mois, mais ça risque de se tenir, en tout cas aujourd'hui, tranquillement, puisqu'on a un taux de chômage à 3,6 aux États-Unis. Donc l'atterrissage ou encore la probable récession plus difficile va prendre plus de temps et sera peut-être plus sur la fin de l'année 2023 ou dans le troisième trimestre de l'année 2023. Nous, ce qu'on surveille vraiment, ça va être les publications des sociétés, les révisions de BPA et comment le marché encaisse ce choc. Et nous, on dit aujourd'hui, ils sont capables de le faire à 10-15% si on rogne aujourd'hui sur les BPA. Comment on aborde l'investissement 2023, partant de ce que vous décrivez, Arnaud, sachant, alors je ne sais pas s'il faut enterrer définitivement les GAFAM, on pourra d'ailleurs peut-être en parler avec vous, mais en tout cas on comprend, et vous l'avez noté également, la réduction du poids des GAFAM dans les indices américains fait qu'il faut trouver de nouvelles idées d'une certaine manière, et que les grands gagnants de la décennie passée seront peut-être encore gagnants dans la décennie qui vient, mais ne seront peut-être plus autant leaders qu'ils ont pu l'être pendant une dizaine d'années. Comment on construit sa stratégie d'investissement 2023 ? C'était déjà un point que nous avions mis en avant dans nos gestions en 2022, c'est-à-dire on avait mis un biais pétrole, énergie important dans nos gestions. La partie financière sur laquelle on revient, ce que je vous disais précédemment, des valorisations très attractives sur un scénario quand même de récession dure, les financières doivent être présentes aujourd'hui dans les portefeuilles. Il y a un rendement, il y a des publications qui ont été très bonnes, même s'il faut regarder un petit peu celles qui sont un peu trop exposées aux banques de détail, ceux qui sont plus dans la partie marché, ça c'est le point important, c'est notre travail en stock picking. A contrario, on revient sur des secteurs intéressants. Nous, on aime bien le secteur de la distribution alimentaire. C'est pas le secteur, bien sûr, qui fait rêver, mais aujourd'hui, quand on regarde un petit peu les métriques opérationnelles sur ce secteur, on regarde un petit peu le parcours boursier. Les 5 premiers mois de l'année, c'était une surperformance notable de l'ensemble des distributeurs alimentaires. Il y a eu justement ces avertissements sur résultats des gros retailers américains, dont Walmart au mois de mai. On avait des sociétés qui ont fortement baissé au cours de l'été. Ils ne sont pas revenus sur ces niveaux-là. Quand je regarde le secteur, de manière générale, on traite à 12 fois les bénéfices, alors qu'en début d'année, on était à 17 fois. Donc ça pose interrogation. Et on voit, en tout cas, des changements sur les derniers mois. On voit des révisions de BPA sur le mois écoulé, ce qui n'arrive pas beaucoup dans les secteurs, on n'en a que 2 aujourd'hui, notamment la distribution alimentaire. Et nous, ce que nous faisons comme raisonnement, on regarde toujours ce qui se passait dans les années 70-80 et de revoir un petit peu le mouvement, c'est la remontée des taux courts. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier que les enseignes de distribution, aujourd'hui, elles distribuent à leurs clients, donc ça rentre directement. Elles payent leurs distributeurs au bout du 3e mois, donc il y a 3 mois pour investir. Donc ça aussi, c'est important. Vous avez de tout au cours avec du rendement, les flux de trésorerie, la trésorerie travaille. Et ça, c'est le point important sur des révisions de BPA. Et c'est exactement ce qui s'est passé sur le mois écoulé. Donc aujourd'hui aussi, on a des revenus, et on l'a vu avec les publications, en tout cas de Carrefour, des chiffres d'affaires qui sont en croissance de 10%. Certes, vous allez me dire, il y a de l'inflation, bien sûr, mais c'est une croissance à 2 chiffres. Bien sûr. Bien sûr, on a un petit tassement, on va avoir un tassement sur des marges opérationnelles, mais on tourne à 3,6 sur le secteur. Voilà, il n'y a pas beaucoup de risques aujourd'hui. Et donc Carrefour, c'est celle que vous avez choisie, parce qu'il faut choisir. C'est l'idée du stock picking. Tout à fait.
Walmart, c'est pas la même histoire que Target, par exemple, aux États-Unis. On voit bien qu'il y a quand même une gestion spécifique qui fait la valeur d'un groupe par rapport à un autre. Et donc, si on doit en choisir une, vous avez choisi Carrefour, en tout cas dans le secteur français. On choisit Carrefour, notamment la valorisation, c'est le maître mot dans le marché de stock picker. Aujourd'hui, on a 9 fois de PE, on a une moyenne à 12, on a un dividende à 3,6%. Bompard a réalisé un travail exceptionnel sur le désendettement du groupe. On a aussi un plan de génération de flux de trésorerie qui est au-dessus du milliard, comme sur les 5 dernières années. Donc ça, c'est des points positifs, un bilan très, très positif de M. Bompard sur le plan opérationnel qui est mis en place en 2018 et qui a été délivré à ce moment-là. Quand on regarde le cours de bourse au moment de l'annonce, avec tout ce que je vous ai dit, on était à 19, aujourd'hui on est à 16. Déjà, ça pose interrogation quand je vous dis que le bilan est positif et que les métriques financières s'améliorent. Sur le nouveau plan qui est annoncé, on voit la même chose. C'est déjà un plan de rachat d'actions de 450 millions, c'est important. C'est historiquement pas connu chez Carrefour. On a aussi les revenus de flux de trésorerie qui seront au-dessus d'1,7 milliard. Et surtout, on aura un dividende qui va augmenter de 5%. Et la montée en gamme des marques de distributeurs. Aujourd'hui, ça représente 33% du chiffre d'affaires, ce sera 40%. Donc du coup, on pourrait se dire, si le consommateur a peur dans une période inflationniste, pourquoi aller sur les distributions alimentaires? Parce qu'on voit, c'est que le consommateur, il consomme et il stocke. Et on le voit dans les chiffres de retail aujourd'hui, c'est en croissance entre 6 et 10% mensuellement en zone économique européenne et 8-10% aux États-Unis. Donc c'est des résultats, en tout cas pour nous, qui sont bons. Et ça veut dire que c'est un dossier qui peut bien se comporter, y compris dans un schéma où l'inflation perdurerait, où le pic ne serait pas aussi rapide que ce qu'on imagine en Europe. Parce que si le cours de Carrefour est passé de 20 à 16 ou de 19 à 16, c'est aussi parce qu'à un moment, on sait que les pertes de pouvoir d'achat, qui ne sont pas encore vraiment matérialisées par un effondrement de la consommation, vont continuer de mordre sur la consommation de manière peut-être plus importante. Et plus on est proche du consommateur final, plus on prend un risque peut-être sur l'idée du pricing power, comme on dit. Tout à fait. Et c'est ce qui a été mis en avant justement par M. Bompard, c'est tous les efforts qui sont faits aujourd'hui pour les consommateurs à travers les marques de distributeurs. Donc c'est la mise en avant, la montée en gamme. Et pour eux, c'est beaucoup plus rentable. Un point d'inflation, c'est aujourd'hui 10 BP de gains sur les marges. Donc c'est quand même assez important. On n'a pas beaucoup de secteurs où nous connaissons ça sur la partie marge. Donc c'est vraiment ce changement de modèle. Il apporte aujourd'hui une marque qui marche bien au Brésil, qui est Atacadão. Toujours du mal à la prononcer. Ça arrive. Et voilà, c'est le modèle discount qui arrive en zone économique européenne. Premier magasin lancé en 2023 en Ile-de-France. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est un secteur à aller chercher et en termes de rentabilité, de perspective de croissance. Et la stratégie de Carrefour correspond, selon vous, effectivement, à l'environnement qui se dessine. Il nous reste 1 minute 30 pour répondre à la question: qu'est-ce qu'on fait avec la tech, Arnaud? Est-ce qu'il y a des choses à faire avec la tech? Alors, justement, c'est des choses intéressantes quand on regarde toujours la valorisation. On regarde les secteurs qui ont bien marché et on regarde des secteurs comme Coca-Cola, comme Pepsi, Procter & Gamble. Consommation de base, là. Consommation de base. On a des PE qui ont quand même explosé. On est aujourd'hui à 26-27 fois les bénéfices. Et on regarde plus cher que les GAFAM cette année. C'est exactement ça. Et donc le dérating, on le voit, des Microsoft aujourd'hui qui sont moins chers que ces valeurs-là. Nous, ce qu'on a regardé, c'est un dossier qu'on suit et qu'on n'a jamais réussi à attraper depuis beaucoup d'années, à juste titre, je pense. C'est Tesla. Donc là, on l'a intégré au sein de nos portefeuilles. C'est une construction de ligne. Aujourd'hui, on la rentre à 32 fois les bénéfices. La moyenne, c'est 110 avec des pics et des creux très importants en termes de valorisation. Mais ça nous semble être le luxe aujourd'hui sur la partie véhicule électrique, un taux de pénétration important. Et en plus, il y a la rouverture chinoise. Tesla, qui est quand même un gros provider sur la Chine, ça nous semble être un levier intéressant à intégrer au sein des portefeuilles. Et même si l'intensité concurrentielle du point de vue du véhicule électrique s'est musclée, on va dire, ces dernières années, à ces niveaux de valeur, vous dites Tesla a quand même encore de l'avance, en tout cas des positions de leadership importants sur ces marchés. En termes de gains de marché, oui, ça va être un peu plus difficile, mais on regarde, c'est comme le dumping qui est mis en place aux États-Unis. Pour le consommateur américain, il faut que ce soit made in America. Donc Tesla, c'est quand même 45-50% de son business aux États-Unis. Donc dans ce cas-là, on achète, c'est rentable. Les BPA seront revus à la hausse également dessus. Et on était au plus bas des 2 dernières années. Une construction de ligne nous semble intéressant. Il faut en profiter, je pense. Merci beaucoup Arnaud. Merci pour cette analyse de marché et ces perspectives 2023 avec ces exemples de stock picking effectivement que vous avez pu faire chez Promépar Asset Management pour le compte de vos clients. Arnaud Morel qui était avec nous en plateau, directeur de la gestion sous mandat de Promépar Asset Management. Identifiez, analysez, planifiez, tradez. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24.